Bonjour tout le monde et bienvenue dans Lecture du mois, l'émission qui parle des mangas, BD ou comics que j'ai lus durant le mois en cours. Et on va terminer le mois d'août 2019 avec la pile qui est ici mais que vous voyez pas parce qu'elle est hors champ. Je tiens à le dire aussi, le format va commencer à changer tout doucement. Il y aura un peu plus de lecture du mois, ça va même changer de nom, ça s'appelait Mes lectures je pense. Et il y aura un peu plus de spoil. Donc, si je parle d'un manga que vous connaissez, vous n'êtes pas à jour, passez au manga suivant parce que je risque de le spoiler. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire et on commence tout de suite. Le tome 24 de Kingdom, mais il se passe pas des masses de choses dans ce 24e tome. Bon, une fois de temps en temps ça fait du bien, on permet de se reposer. Bon, en même temps, il y a eu une grosse bataille pendant plusieurs tomes. Il y en a une grosse qui arrive très prochainement, je le sais très bien. Donc là, c'est un peu le tome transition entre deux arcs. Et en fait, il n'est pas très riche en action, bon même s'il y a quelques batailles, on nous montre quelques grands généraux de grands royaumes, mais c'est vraiment pas le cœur du tome, là c'est vraiment la stratégie, la géopolitique, on nous montre un peu l'état de Shu qui est un état gigantesque qui dit que c'est le plus grand des 7 pays de Qin, enfin de la Chine, qu'il y a plein de gens, donc forcément les attaquer c'est risqué, mais eux-mêmes, comme ils ont un grand territoire, ils ont plusieurs frontières, donc s'ils attaquent un pays, il peut y avoir un mec qui attaque dans le dos, voilà, il y avait ça. Sinon, le reste, voilà, il y a de la politique. Et en fait, dans ce tome, il y a des trucs qui sont mis en place qui vont avoir une importance pour plus tard. Quand on connaît pas la suite, peut se faire chier. Quand on connaît la suite, on se dit, oh putain. Et ça laisse réfléchir. J'en dis pas plus, mais le tome 25-26, ça va être le début d'un gros arc. Il doit durer une bonne dizaine de tomes si je me souviens bien, parce qu'il se passe énormément de choses. Mais j'ai hâte de lire la suite. Les 7 ninjas des fous, tome 2. Alors, comme je l'avais deviné, en même temps, c'était pas hyper compliqué à deviner. Bon, les 3-4 premiers tomes, ça va être l'introduction des 7 ninjas. Dans celui-ci, on continue avec le personnage qui ressemble à Guts, qui se fait ébouillanter vivant. C'est quand même assez violent. Bon, je trouve que c'est des fois un peu violent pour être violent. La deuxième histoire, la deuxième histoire de ce tome-là, donc, on commence avec l'histoire du mec qui ressemble à Guts. Après, on passe à un autre personnage, le sumo et la fille qui est Ainu. Dont le sumo ressemble énormément, alors j'ai plus son nom, c'est un des mecs de la brigade du Faucon, c'était le gros costaud, c'est Pipin si je dis pas de conneries, mais je crois que j'ai un doute. Corcus c'est le mec qui est moche, Judo c'est celui qui a que des épées, après il y a le petit, je sais plus comment il s'appelle, et pour moi c'était Pipin, le gros costaud là avec sa grosse masse. Il y a un mec qui lui ressemble, ouais, c'est un Sumotori, il y a sa copine, Einu, l'histoire est quand même bien stylée avec le côté folklorique, les yokai, et après un autre personnage, entre guillemets, je vais pas dire Travelo, ça serait plutôt il est hermaphrodite. C'est stylé, franchement, j'aime toujours autant. Bon, des fois c'est un peu violent pour être violent, mais j'aime beaucoup l'univers qui est dépeint, qui est mis dedans. J'ai hâte de voir la suite. Et je pense que là, on est sur une grosse introduction de au moins 4 tomes, parce que là, au bout du tome 2, on en a vu 1, 2, 3, 4. Donc si on part du ratio de 1 tome 2 ninja, bon, il reste encore au moins 2 tomes jusqu'à la fin de l'introduction des 7 ninjas. Il va falloir qu'ils se retrouvent et qu'ensuite ils aillent affronter le grand méchant Shogun. Bounder aux éditions Kurokawa, c'est mauvais. Enfin, c'est pas mauvais, mais en fait, quand je l'ai lu, ça se sentait que ça allait être mauvais. En fait, le principe, c'est que c'est la suite de Kingdom. Enfin, c'est la suite. C'est pas officiel, mais dans l'histoire de la Chine, ça se passe après. Parce qu'en fait, le personnage principal, c'est un jeune chinois à l'époque de la réunification de la Chine. Donc ça se passe des années après la réunification des 7 pays du royaume de Chine. Donc Qin, Qi, Zhao et compagnie, Han. Vous connaissez Kingdom, vous reconnaissez un peu les géopolitiques. Ça se passe après en fait. Ils disent bien, il y a un roi qui a unifié les 7 pays avec un grand général qui s'appelait Xin. Donc c'est Chine parce que... Alors aussi, la Syrie, les noms chinois, c'est horrible. J'ai du mal. J'avais vu il y a longtemps, alors je crois que c'était une fansub ou une scantrad qui avait les noms chinois. C'était nul. En fait, les noms chinois, ils sont super durs à retenir, ils sont super longs. Et en fait, Kingdom, Meian et King Unamu qui faisaient les scans de Kingdom, prenaient les noms japonais qui sont beaucoup plus faciles à retenir. Après, c'est l'habitude aussi de lire des mangas chinois. Par exemple, moi j'adore la légende du héros chasseur d'aigle, dont les tomes sont plus imprimés, pas plus imprimés, mais ça fait quasiment un an que j'attends la suite et que c'est toujours pas sorti. Et les personnages ont des noms chinois, ils sont mais impossibles à retenir. Par contre, leur surnom je les retiens. Voilà, il y en a un, il s'appelle c'est Double H annonce les funérailles. Je sais pas comment il s'appelle en vrai, mais pour moi c'est Double H annonce les funérailles. Il y en a, il s'appelle Grand Démon de la montagne du fleuve jaune. C'est son prénom maintenant. Je sais pas comment il s'appelle sinon. Donc Bounder, ça se passe après ça, après Kingdom, je l'ai déjà dit.
Et en fait, bah, le manga, c'est un tome de 300-400 pages. Bah, en fait, c'est une introduction. Voilà, en fait, c'est un one-shot. Et en fait, l'histoire se finit, on voit la jeunesse d'un grand général qui dit qu'il va unifier la Chine. On nous présente un rival, qu'on verra jamais dans le tome. Et après, bah, il part à une bataille, fin de l'histoire. C'est un peu comme si Kingdom s'était arrêté au tome 4-5, après qu'il ait monté et essayé sur le trône, que Shin est monté et essayé sur le trône. Il dit, ouais, je vais devenir général, ça se finit là-dessus. Ben, t'es un peu déçu. Franchement, il y avait un potentiel de ouf, mais je pense que... Alors peut-être que je me trompe, hein, mais il était en rivalité avec Kingdom, et bah forcément, bah il y en a un qui était mieux que l'autre, et forcément il a pris les frais. Mais il y avait un potentiel de ouf, après ça faisait un peu redondant avec Kingdom. Je sais pas pourquoi Kurokawa a édité ça, franchement, à part pour surfer sur la vague de Kingdom, je vois pas trop, mais si vous attendez un Kingdom Beast, il y avait un potentiel pour, bah ça s'arrête là, il y a même pas de bataille épique. Il y a des batailles contre des brigands et c'est tout. Là, franchement, je suis déçu. Voilà, un peu déçu. Je m'attendais pas à grand chose, mais il y avait un potentiel. Et bah forcément, vu que c'est court, bah le potentiel est un peu gâché. Les héros de la galaxie. Putain, qu'est-ce que ce tome était épique. Le 6ème tome, pouah, il y a un gros passage sur Einhard qui va en plus qui monte en puissance. Bon, il commence à balancer des stratégies. Il nique la gueule à l'Alliance en face. J'ai adoré le passage où il y a un petit Nobillon, il dit « Oui, bah, vous allez faire ça, monsieur Reinhardt !» Et en fait, tu lui dis « Bah, tu vas avec ton aile, enfin, telle aile droite, tu vas attaquer l'ennemi. » Mais il dit « Mais c'est débile parce qu'on va se faire niquer. » Bah, vous allez y aller quand même. Et il y va. Il y va. Sauf que les mecs en face, ils savent que c'est Reinhardt. Et ils ont les trouilles. Et donc, ils le laissent passer. Et j'ai trouvé cette scène épique. Franchement, le passage où Reinhardt il passe et il fait... Alors, c'est qui le bonhomme? Et après, bah, il rentre au pays, c'est le roi du monde, tout le monde le vénère. Et il monte encore en grade, il devient super général. Ouais, c'est stylé, franchement, c'est trop cool. J'adore énormément ce tome, franchement, c'était épique. Il n'y avait pas énorme, enfin, il y a de la stratégie, mais j'ai vraiment kiffé le passage où Reinhardt, il porte ses couilles. Et il y a aussi le passage avec le pote de Yang Wenli. C'était épique. Ça, franchement, j'ai lâché ma larme. C'est téléphoné, mais c'était tellement bien fait. Franchement, la mise en scène était vraiment cool. Tu lâches ta petite larme parce que c'est triste, c'est horrible, c'est la guerre, mais voilà, mais franchement c'était super cool. Si vous n'avez pas encore commencé, lisez, c'est trop bien. Shonen 7, alors je tiens à le redire, le manga est terminé au Japon, il y a 17 tomes, donc plus que 4 avant la fin, donc dans un an c'est terminé. C'était cool. Alors là c'est la fin de la demi-finale, avec le combat entre le big boss du clan du héros et le big boss du lycée d'en face. Grosse baston, donc qui est très courte, hein. Et donc c'est la fin de la demi-finale, avec la baston avec l'autre demi-finale. Et on se dit, bon, on va avoir vite fait la finale. Non. Il commence à y avoir des délires avec, bon, plus en avant, les Black Shonen 7, ou les Blood 7, j'ai bien un doute sur leur nom. Parce qu'il y a les deux noms, en fait. Ils ont changé de nom, donc j'ai un doute. Qui vont monter en puissance, qui va être sûrement le gros adversaire des 4 derniers tomes. Hein. De toute façon, c'est eux qui sont montrés comme la grande némésis de la série. Et en fait, on nous montre encore un peu plus de background par rapport aux origines du Shonen 7, aux origines des Blood 7. Ça va bien finir. Et je pense savoir quel gamin derrière le masque. Je pense que c'est le premier. Voilà, le mec avec le brushing, là, celui qui fait du... Je sais plus comment... C'est quoi son art martial. Mais vous savez, bon, c'est celui qui dit qu'il a le bras cassé dans le tome. Vu la bulle, ou quand ils partent en moto, il les regarde en mode qu'est-ce que vous allez faire? Je suis sûr et certain que c'est lui. Ou alors, c'est le mec avec les deux sumo. Mais je mets plus un billet sur le mec du clan du héros. Voilà, le premier qui est dans leur groupe. Je pense que c'est lui, le gamin au masque de crâne. C'est sûr et certain. On reste sur du Furio avec Tokyo Revengers tome 3. Pouloulouloulou, qu'est-ce que ce tome il était lourd. En fait, c'est la suite du tome 2 avec le clan Mobius qui arrive. Petite baston. Après, ça se calme un petit peu, il y a des petites scènes vraiment stylées de discussion. La scène avec le caca sur les cheveux, c'était stylé. La scène avec sa copine au festival, c'était cool. Et après, ça remonte en puissance. Et vers la fin, il y a une grosse baston contre le clan Mobius une nouvelle fois. Et là, c'est en mode bataille générale. Hein. Il y a tous les chefs de brigade des Tokyo Manjikai qui sont là face au Mobius. Ça a l'air épique, franchement, ça va être génial. Je pense que le tome 4 va être ouf. J'ai hâte de lire ça, c'est dans 2 mois maintenant. Ça va être sanglant. Si vous n'avez pas encore commencé Tokyo Revenger, allez-y, ça va être de la balle. Et je pense que quand l'arc va être terminé et que le héros va retourner dans le futur, il va y avoir des conséquences de ouf. C'est sûr et certain que là, le futur va pas être le même. Là, ça va être... Surtout si Draken survit. Ouais, le futur, j'ai hâte de voir comment il va être. Inomaru Sumo, tome 16, on commence enfin la finale contre le lycée Eiga avec Susanoo, là, le plus grand sumotori lycéen.
ils sont en face, c'est quand même des gros costauds. Franchement, il y a des duels, mais c'est épique. Il y a 3 matchs sur les 5 dedans. Donc le tome suivant, ça va être la fin de la finale, ça va être épique. Surtout que c'est teasé dans le truc. Le dieu des sumo contre Inomaru, ça va être épique. Il y a des super combats. Bon, dommage que la couverture, bon, elle est épique la couverture, mais elle tease un petit peu en combat. Quand je l'ai vu, j'ai dit, oh putain, il va se battre. En même temps, c'était logique, vu qu'il y en a un qui est blessé. Il restait plus que lui, mais c'était stylé. Les 3 combats étaient cool. J'ai lui, franchement, son combat à lui dans ce tome-là, c'était le plus épique. Surtout qu'il est en 2 phases. Et la deuxième phase, c'était stylé. Là, franchement, j'ai vu ça, j'ai fait oh. Ça, dans l'anime, ça devait être dégueulasse. Mais en manga, c'était épique. Ranma 1/2, tome 10, c'est un tome qui est vraiment centré sur un personnage que j'ai des bons souvenirs de lui quand j'étais petit, parce que je me rappelle de son arc avec l'histoire du Yeti qui avait un taureau, une anguille et un oiseau dans les mains, enfin c'était stylé, et l'histoire de Taro Collant, c'était cool, franchement c'est la bonne moitié du tome, c'est Taro Collant, donc c'est le fameux personnage qui est introduit dans le tome précédent, qui peut se transformer en gros monstre chelou. Je sais pas s'il revient dans la série, mais franchement, je me rappelle qu'il avait un design de ouf. Je kiffe son look, je kiffe le personnage, je kiffe pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il veut faire. Et non, franchement, c'était un super tome. Ranma 1/2, c'est toujours aussi cool. En plus, là, j'ai appris que Glénat va rééditer Lamu. C'est stylé. J'espère qu'ils vont. Alors, Lamu, j'ai jamais lu, donc je vais découvrir. J'aimerais bien me prendre un de ces 4 Inuyasha, mais on m'a dit que c'était pas si ouf que c'est Inuyasha, donc j'ai un doute. Rain, j'aimerais bien les prendre, mais on m'a dit que c'est pareil, c'est pas non plus fifou. Et j'aimerais bien juste pour Rumiko Takahashi parce qu'elle fait des super œuvres. Mais ouais, Ranma 1/2, ce tome là était cool. La deuxième partie, bon, c'était sympa, c'était toujours le même trip. Mais vraiment, la première partie avec Taro Collant, c'était trop cool, c'était débile. Mais le mec s'appelle Taro Collant, c'est déjà rien que le nom, c'est stylé. L'adaptation, le nom, je sais pas comment il s'appelle en japonais, mais rien que le nom qu'ils l'ont trouvé en français, c'est stylé. Voilà, Ranma 1/2, si vous connaissez pas, allez-y, c'est du bon. City Hunter Rebirth, alors là je vais spoiler de ouf parce que ce qui se passe dans ce tome là je suis obligé de le spoiler, donc allez-y, avancez un petit peu, ça y est, il y a un autre personnage qui apparaît dans cette œuvre, un personnage inédit qui va créer un arc inédit, c'est que, alors c'est pas Kaori, c'est Saori, parce que ça s'appelle aussi Kaori, découvre un autre personnage qui est victime du même problème. Donc est-ce qu'il va pas y avoir d'autres personnages qui vont apparaître qui sont eux aussi fans de City Hunter, on verra avec le temps. Et c'est un autre personnage qui apparaît, donc qui a aussi un autre point de vue des événements. C'est stylé parce qu'elle est beaucoup plus jeune. Et il y a un arc inédit qui est mis là-dedans. Alors, inédit pour moi, hein, parce que l'histoire avec un prof qui vole des culottes, parce que bon, c'est clair et net que c'est le prof qui vole des culottes. Je me souviens pas avoir vu ça dans City Hunter. Donc j'ai hâte de voir comment ça va changer. Est-ce qu'il va y avoir de plus en plus d'arcs inédits? Parce que là, je m'attendais pas à lire ça. En même temps, c'est vraiment ambitieux de l'auteur ou de l'auteureux, je sais pas si c'est une femme, de créer des arcs inédits comme ça. Parce que bon, City Hunter, c'est quand même une œuvre avec des arcs vraiment emblématiques, stylés. Là, l'arc avec la petite fille, il était cool, je me souviens très bien. Et c'était vraiment stylé à voir avec un autre point de vue. Voir des scènes que je crois qui étaient inédites. Franchement, c'était trop cool. City Hunter Rebirth, c'est génial. Je pense, bon, je l'ai déjà dit, hein, c'est encore plus génial qu'on connaît City Hunter, mais ça reste comme une œuvre très cool. Relife, tome 11 sur 15 ou 16, si je dis pas de conneries. Ils sont donc quasiment à la fin. Bon, là, on a des arcs que ça fait longtemps que j'ai... Le tome précédent est sorti il y a quand même pas mal de temps, je me souviens plus trop ce qui se passe. Mais bon, ce qui est bien, c'est que chaque tome est quasiment centré sur une histoire, un arc narratif. Donc ce qui fait que même si on n'a pas lu les tomes précédents depuis longtemps, bah, le tome est vraiment centré sur une grosse histoire. Là, c'est vraiment l'histoire entre les deux personnages qui sont là, donc Reina et Oga, si je dis pas de conneries, j'ai oublié les noms. Donc il y a des problèmes de relation de couple, parce que bah il a des problèmes de famille qu'on va découvrir dans ce tome-là. Depuis le début, on ne avait pas trop... C'est vrai qu'on ne connaissait pas trop sa vie à lui, elle un peu plus, et là on va découvrir beaucoup de choses sur lui, le maître qu'il a en lui. Ça fait mal au cœur, c'est triste, hein. Bon, il y a encore le délire, le monde des adultes, le monde du travail, qui est mis en avant et qui est horrible. On n'a pas envie de télétravailler, mais bon, si on veut bah, se payer des livres, des mangas, des restos, tout ça, bah il faut aller travailler. C'est la vie, c'est horrible. Mais voilà, c'est franchement Relife, c'était vraiment stylé. J'aime bien aussi que le personnage principal se dit, bah, il voit les trucs, il ferme sa gueule, mais il le pense, il dit... Ouais, je sais, j'ai vécu la même chose, c'est triste. À voir comment ça va changer, je pense que dans le tome suivant, et dans le tome prochain, bah, le grand frère de Oga va changer de sa façon d'être, je le pense, à 90%. Les liens du sang, tome 3, cette série, c'est toujours aussi glaçant, toujours aussi dérangeant. Et alors, pour ceux qui l'ont peut-être pas remarqué, mais la couverture, vous avez vu,
Le père est derrière la jaquette, enfin derrière la surcouverture, derrière la jaquette. Hein. C'est triste pour lui, il est vraiment même effacé des photos de famille sur les jaquettes. J'adore vraiment ces couvertures avec cet effet de papier. Bon, j'en dirai pas plus. Toujours aussi dérangeant, on découvre beaucoup plus de choses sur Saeko. Il y a un passage avec le père où elle dit « Ouais, t'es jamais là à la maison !» Tu dis, bon, c'est arrivé à beaucoup de gens, hein, où les parents, un des deux parents était souvent au travail. C'est souvent le début d'un divorce, hein. Il y a beaucoup de potes à moi et les divorces ont commencé comme ça parce que papa, souvent papa en plus, hein, c'est une société patriarcale en même temps, allait souvent au travail, rentrait tard, donc forcément, un divorce, tout ça, voilà. Surtout s'il a du rouge à lèvres sur le col, j'en dirai pas plus. Non, franchement, c'est toujours aussi stylé, les liens du sang. En plus, bon, Happiness est bientôt à sa fin, il reste plus que 3 tomes, bon, il restera plus que ça à lire, d'inédit. Sur Shoujo Oshimi, mais c'est toujours aussi bien. J'ai toujours autant adoré, franchement, c'est super. Surtout, alors, il y a vraiment des passages durs avec le personnage quand il va retrouver son cousin qui bégaye et que là, il est vraiment. La gorge nouée, c'était dur. Franchement, il y a des passages très durs. Je sais que ça a monté encore en puissance parce que je me souviens au moins des scans jusqu'au tome 4. Je pensais que c'était le tome 3, en fait, c'est jusqu'au moins le tome 4, voire 5. Peut-être pas 5, hein, au moins le tome 4 peut-être. Hein. Il y a des passages vraiment très durs où, avec sa gorge nouée, où il bégaye. Ça va, j'ai hâte de lire la suite, mais en même temps, j'ai pas vraiment si hâte que ça parce que ça reste quand même dur à lire. Jojo Lion, tome 14, il était bien ce tome. Alors en plus, moi j'ai l'édition avec le titre, pas comme à Japan Expo, il n'y avait pas le titre. Japan Expo, c'est qu'il était pas au courant, le titre avait disparu, je sais pas pourquoi. C'était une édition spéciale. Ouais, un tome. Voilà, il y avait la fin du combat du tome précédent qui avait quand même duré assez longtemps. Bon, c'est vraiment la fin avec pas quelques révélations, mais pas tant que ça. Après, il y a la moitié du tome, c'est un combat avec Joshu, franchement qui est cool, c'est un combat cool, c'est pas un combat de ouf, mais il est cool, c'est le combat de l'argent. En fait, le stand lui fait gagner de l'argent tout le temps. Et genre, il met de l'argent dans un parc-mètre, il gagne quand même, le parc-mètre explose et il gagne tout l'argent qu'il y a dans le parc-mètre. C'est que des trucs comme ça, c'est débile. Genre, il va au restaurant, il y a un pôle donné, il dit ah bon, on vous rembourse. Mais vous m'avez rendu trop, non mais on rembourse. Il va acheter des cigarettes, c'est 1 euro, tenez. Et le mec, il lui donne un billet de 5, il y aura un billet de 10. Mais non, mais garde-le, le billet de 10, je vous le donne. C'est que des trucs comme ça, c'est débile, mais c'est génial franchement. À voir le mec qui fait mais comment je vais faire, j'ai trop d'argent, je fais comment. Ouais, franchement c'est super cool. Et après on a l'apparition d'un nouveau personnage de la famille, Higashikata. Vous savez qu'on l'avait pas vu jusqu'à présent, c'est la mère. Je pense que à la Fruitless Ball dans le prochain tome ça va être épique, c'est sûr et certain. Alors là, on parle pas d'un manga, on parle d'une BD, mais bon, vu le format, le nombre de pages, c'est quasiment un manga, surtout que c'est par l'auteur de Last Man Story. Et en fait, j'ai vraiment été intéressé par parce que j'ai vu Last Man Story. Je pense que la couverture m'aurait pas donné plus envie que ça, à moins que je me sois souvenu du nom de Alexis Baki, mais Bashi, je sais pas trop comment ça se prononce. Donc c'est Captain Death, c'est un one-shot. Pour faire simple, c'est un Scream, un Freddy, les griffes de la nuit, un Jason, machin, tout, enfin, voilà, un tueur en série de films d'horreur dans l'espace. Le principe, c'est que c'est un peu la mort personnifiée de l'espace. On lui donne des missions de détruire des planètes, et elle le fait, elle détruit des planètes. Sauf qu'un jour, elle va sur la Terre, elle détruit la Terre, sauf qu'il y a des survivants, et elle va les traquer dans l'espace. Et voilà, c'est ça l'histoire. C'est un tome entier, elle traque les 7 derniers survivants. Voilà, c'est vraiment l'archétype des films d'horreur pour adolescents, avec style Halloween, style pas Scary Movie, Scream, voilà, des trucs comme ça, voilà. Si vous aimez ce genre de film, c'est ça dans l'espace, en BD, c'est génial, franchement c'est super cool, hein. Bon après voilà, c'est qu'un one shot, hein, donc c'est pas un truc de ouf, hein. L'auto-école du collège Moriyama, c'est alors le deuxième one-shot de Keigo Shinzo que j'ai du Lézard Noir. Alors il a fait ça, il a fait Holiday Junction que j'ai adoré, et il a fait Tokyo Alien Bro, qui est une série en 3 tomes que j'ai pas encore lu, que je vais prendre prochainement. Donc c'est son one-shot. Holiday Junction, c'est une série de one-shot, de cours d'histoire. Là, c'est une histoire complète de 200 pages. Je suis moins rentré dedans. Je m'attendais à une succession d'histoires courtes autour de l'auto-école. Finalement, c'est une grosse histoire avec des yakuza et tout comme ça. L'histoire est sympa, mais je m'attendais à autre chose et je pense que ça a fait que j'ai moins aimé le tome, mais ça reste super sympathique et je pense me prendre. De toute façon, j'avais dit que je le prendrais quand j'aurais enfin lu l'auto-école. Donc, c'est Tokyo Alien Bro qui a l'air vraiment cool, qui est en 3 tomes. Toujours chez les Arts Noirs, et franchement j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé Holiday Junction, donc j'espère que je vais beaucoup aimer Tokyo Alien Bro. L'auto-école du collège Moriyama c'est sympa, mais je m'attendais à autre chose, je pensais à des histoires courtes, finalement c'est pas ça. En fait je m'attendais à un truc comme Mimikaki, non comment ça s'appelle, vous savez le truc avec le coton-tige là,
que j'avais beaucoup aimé. Je pensais à un truc dans le même délire avec l'auto-école, bah c'est pas du tout ça. Mais ça peut être sympa. Si vous connaissez pas l'auteur, allez-y, c'est un one-shot. Peut-être que vous allez aimer. Moi, j'ai pas détesté, mais j'attendais à autre chose. C'est tout. The Promised Neverland tome 9. Gros spoiler, on approche. Ceux qui ont vu que l'animé, pas le manga, ou qui n'ont pas encore lu le tome 9, tirez-vous! Vite! Très vite! Loin! La prochaine critique. De toute façon, c'est en dessous en description, allez-y. Waouh! Alors, il y a de la grosse baston contre les démons, c'est stylé. Il y a des révélations sur comment aller de l'autre côté, dans le royaume des hommes. On se dit merde, il y avait une sortie pas très loin et on s'en est éloigné. C'était... Voilà, franchement, il y a plein de trucs. On découvre enfin qui est... comment il s'appelle putain, j'ai plus son nom. La chouette. Putain, j'ai plus son nom. Bon, j'ai plus son nom, c'est pas grave, hein, William Minerva, c'est marqué là, heureusement. J'avais en train de chercher Minerva, Athéna et tout comme ça. Donc on découvre son identité, qui il est. Et surtout... Moi, il est en vie. Voilà, c'était la grosse révélation. Bon, on l'avait plus ou moins spoilé, hein, mais je m'attendais pas à ce soit genre, il soit dans ce genre de contexte. Je pensais qu'il s'était enfui, un truc comme ça. Enfin, même si c'était débile qui s'enfuit, il y avait plein de démons partout, donc c'était débile. Non, mais je sais pas comment il va revenir dans l'histoire, on va dire, quand je dis l'histoire principale avec Emma et Ray, parce que là, il est vraiment un peu enfermé, emprisonné. Comment il va s'en échapper, ça va être intéressant. J'espère qu'on va le revoir prochainement. Qui va bientôt rejoindre Emma et Ray, mais c'était vraiment une grosse claque. Ouais, franchement, c'était stylé. Non, j'allais dire un truc négatif, mais il fait même pas. Je pense que quand ça va sortir en animé, les gens vont être épiques parce qu'il y a beaucoup plus d'action. Là, c'est moins réflexion, c'est beaucoup plus action. J'avoue que ce qui couvre la saison 1 de The Promised Neverland, c'est beaucoup de comment on fait pour s'échapper. Là, c'est comment on survit, comment on nique les démons. Il y a une autre façon de faire, et donc il y a beaucoup plus d'action. Jagan, je m'attendais à ce que ça pète, ça a pété à fond. Alors, franchement, il y a plein de trucs qui sont vraiment stylés dans ce tome-là, notamment le fait que les Avengers de Jagan commencent à devenir un petit peu comme les personnages de The Boys dans la série, où ils se mettent un peu en avant, ils font des pubs, ils sont célèbres, tout ça. Et je me dis, mais vous mettez trop en avant, vous mettez trop la publicité, trop l'argent. Je sens que vous avez pété des câbles. C'est ce qui arrive, mais c'est le contexte, et surtout que il y a une putain de vague de détraqués qui arrive. C'est stylé, là l'auteur il t'a balancé une vague comme ça, il fait tenez, je vous envoie des titans partout, démerdez-vous. Et j'ai dit waouh, il y a ça. Pareil, il y a aussi l'histoire avec Jagasaki et sa copine Marie, sa nouvelle copine. J'ai hâte de voir comment ça va évoluer ça, parce que franchement c'est stylé. Non, franchement un super tome, là le tome 5 va envoyer la grosse baston dès le début, ça va bien défourailler tout de suite, et au moins Jagasaki va pouvoir sniffer de la crotte, parce que là, il y a plein de batraciens partout, Sachute va pouvoir bouffer à tir larigot, et on va pouvoir faire plein de caca pour que Jagasaki soit bien dopé. Sûr et certain. Rikudo, tome 16, c'est un super tome avec ce personnage-là qui affronte un des champions du monde, enfin il rentre dans le championnat mondial, dans la catégorie des champions du monde, enfin dans le classement mondial, il va affronter dans le top 10, un truc comme ça, Spider quelque chose, j'ai plus son nom. Bon, ceux qui connaissent Hippo, c'est Brian Hawk, hein. C'est très clairement qu'on le voit, c'est je me la pète, je frime ma dent en or, patati patata. Je dis toi tu vas prendre une putain de rousse, tu vas te retourner dans le pays, tu vas être une grosse merde, c'est ce qui arrive. Hein. Mais franchement le combat est stylé, il y a des planches toujours aussi épiques. Pour ceux qui savent pas, Rikudo c'est en 23 tomes, c'est terminé maintenant, donc il reste plus que 7 tomes avant que ça soit fini. Donc foncez si vous connaissez pas. Le début j'ai trouvé en dents de scie, mais là franchement on est vraiment depuis... au moins une dizaine de tomes, on est sur la bonne ligne. Bon, de toute façon, c'est toujours aussi stylé. Les duels, les combats sont vraiment cool. C'est poignant, c'est percutant. Franchement, en plus l'auteur il est stylé, mais c'est monstrueux ce qu'il fait. C'est dingue, c'est dingue. Lisez Rikudo, c'est stylé là. Le combat était trop cool. Contre le mec avec l'araignée, là, il sort en or. Il s'en est pris plein la gueule. Divine tome 2 sur 3. Bon, bah, comme je le pensais dans ma vidéo sur le tome 1. Ça va être une succession d'histoires courtes. Bon, là, il y a une histoire en 2 chapitres, mais très clairement, il n'y a toujours pas de vrai gros fil conducteur. C'est vraiment une succession d'histoires courtes entre Eliane et Dewelia. Si je me souviens de leur prénom aux deux, là, l'ange et le démon. Mais c'est plaisant à lire, franchement, le passage où ils vont au Japon et qu'ils rencontrent des divinités japonaises locales. C'est stylé, l'histoire avec le prêtre et sa copine mafieuse. C'était stylé, franchement, elle était super. Après, les autres histoires, j'ai un peu moins. C'est triste. Mais vraiment, franchement, il y a des super histoires. Le style de l'auteur, qui va avant qu'elle fasse appeler des sorciers,
stylé, franchement, c'est un peu, voilà, si en fait c'est vraiment une œuvre pour ceux qui sont intéressés par Kamone Shirama, donc je lis son nom, voilà, si vous êtes fan de l'atelier sorcier ou de la sorcière, je sais plus, foncez lire ça, sinon si vous connaissez pas et vous êtes curieux, foncez lire ça parce que c'est en 3 tomes, non franchement c'est stylé, mais voilà, pas de réel fil conducteur, donc si vous attachez beaucoup d'importance à ça, bah vous allez être déçu. Mais en termes de dessin, en termes d'histoire, en tout ça, c'est stylé. C'est juste que ça manque d'un fil conducteur, comme j'ai déjà dit 3-4 fois. Seven Deadly Sins tome 34, donc bah pour ceux qui regardent que l'animé, bah vous pouvez arrêter la vidéo, c'est le dernier manga dont je vais parler aujourd'hui. Donc parce que ça se passe dans la future saison 3 qui va arriver prochainement, elle est prévue, annoncée, je sais plus quand. Je crois que c'est prochainement, puis c'est en octobre, si je dis pas de conneries. Peut-être, c'est plus... Bon, on se bat les couilles. Donc, le tome 34, c'est un tome avec de la grosse baston avec Estarossa qui, depuis le tome précédent, a découvert sa véritable identité. Le tome même encore d'avant, je sais plus. Et bon, les trucs marquants, bon, c'est que ça y est, King et Ban vont enfin bientôt sortir des enfers, du purgatoire, et, bon, avec un gros sacrifice du frère frangin de Hawk. Et surtout, on a King en mode full puissance, il a enfin récupéré ses ailes de fée. Ça va être de la grosse bastonnade. Bon, je suis pas très fan de sa nouvelle coupe de cheveux, elle est un peu dégueulasse. Ça n'engage que moi, mais je crois qu'on est beaucoup à pas aimer cette coupe de cheveux. Mais voilà, ça reste sympathique. Alors en plus, j'ai cru comprendre que le manga n'était pas forcément terminé. L'auteur a fait un peu un troll et dit ça se terminerait cet été. Finalement, il a lancé un nouvel arc. Quel connard. Mais voilà, Seven Deadly Sins, toujours sympathique à lire. Donc voilà, cette vidéo lecture du mois touche à sa fin. Donc là, je vous parle en face cam pour vous annoncer un truc, c'est que c'est la dernière vidéo de ce format-là. À partir de maintenant, il y aura beaucoup moins de titres et je prendrai beaucoup plus mon temps pour en parler, aller un peu plus dans le spoil, critiquer certains passages clés. Et donc forcément, bah, si je fais ça, je prends 10 minutes pour chaque tome, ce qui ne sera pas le cas, hein. Clairement ça sera 3-4 minutes. Mais je voudrais que ça soit, il y aurait un peu plus de temps consacré à chaque tome, donc forcément en parler un peu moins. Enfin, parler de beaucoup moins de tomes, mais plus souvent. Donc il y aura une vidéo comme ça de ce genre toutes les semaines. Donc il y aura 8 tomes maximum toutes les semaines environ. Il y aura une vidéo comme ça toutes les semaines de 8 tomes, un peu plus longue, etc. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Il y a mon Facebook où je vais plus, donc il n'y a pas mon Twitter, mon Discord, mon Instagram dans la description. Et moi je vous dis à plus.